C'est l'heure du second débat de ce Sens Public. C'est un gros plan sur la situation à Gaza, 10 jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu la journée d'hier. Elle a été sanglante avec 2 soldats israéliens, 45 Palestiniens tués. Mais la trêve tient toujours, selon Donald Trump. Pour combien de temps? C'est évidemment la question avant d'en débattre. Première réponse en images avec Audrey Betaz. Ces images montrent à quel point le cessez-le-feu est fragile à Gaza. La veille, une frappe aérienne menée par Israël a détruit une partie de ce camp de déplacés. Là, nous ne sentons pas que la guerre est finie, parce que la situation n'a pas changé. Les drones volent au-dessus de nous chaque jour et nous entendons des frappes. Officiellement, Tsahal cible les positions du Hamas, accusé d'avoir violé la trêve après le décès de 2 soldats israéliens dans une explosion. La réplique, elle, a provoqué la mort de 45 Palestiniens. Preuve pour le Hamas qu'Israël ne respecte pas non plus le cessez-le-feu. Quoi qu'il en soit, ces affrontements menacent de dégénérer à chaque instant. Mais pour Donald Trump, la première phase de son plan de paix tient encore. Le cessez-le-feu est-il toujours en vigueur? Oui, il l'est. Les États-Unis maintiennent la pression, car les prochaines étapes du plan de paix s'annoncent encore plus délicates. Les belligérants doivent notamment s'entendre sur la future gouvernance temporaire de Gaza et sur la démilitarisation du Hamas. Le Premier ministre Netanyahou a rencontré plus tôt aujourd'hui l'envoyé spécial Steve Witkoff et Jared Kushner, le gendre du président Trump, pour discuter des développements et des mises à jour dans la région. Dans ce climat tendu, Israël commence à tracer la ligne jaune, ligne de repli de ses forces à l'intérieur de la bande de Gaza. En parallèle, elle dit avoir ouvert le point de passage de Kerem Shalom pour l'acheminement de l'aide humanitaire. La paix éternelle vantée par Donald Trump est-elle déjà en danger? C'est le titre de notre débat. J'accueille Laetitia Bucaille. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes professeure de sociologie politique à l'Institut national des langues et civilisations orientales, membre de l'Institut universitaire de France, et vous publiez Gaza, quel avenir? Livre paru aux éditions Stock il y a quelques jours. Frédéric Mettezo, bonsoir et bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef de la plateforme d'investigation Forbidden Stories et ancien correspondant de Radio France à Jérusalem. Karim-Émile Bittard, bonsoir et bienvenue. Heureux de vous accueillir vous aussi. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste du Moyen-Orient et de la politique étrangère des États-Unis. Et Anne-Charlène Mézina, constitutionnaliste, éditorialiste pour Sens Public, est restée évidemment à mes côtés. Je reviens à cette journée de dimanche, Laetitia Bucaille. Est-ce qu'il faut s'attendre à vivre d'autres journées similaires, c'est-à-dire des journées où finalement la trêve est rompue pour qu'on nous annonce quelques heures plus tard que le cessez-le-feu reprend? Oui, c'est bien possible parce que les 2 belligérants n'ont pas obtenu pleine satisfaction. Ils ont été poussés par leurs parrains respectifs à accepter cette trêve, mais le Hamas n'a pas obtenu ce qu'il exigeait au départ, c'est-à-dire un retrait complet de l'armée israélienne. Il y a des incertitudes également sur qui va gouverner Gaza et le Hamas n'entend pas tellement accueillir une force étrangère et être exclu totalement du pouvoir ou de la gouvernance de Gaza, ni des armées. Et puis du côté israélien, la partie israélienne aurait bien aimé une reddition complète du Hamas, une annihilation du Hamas. Or là, tel que Trump, l'administration américaine se comporte actuellement, le Hamas, non seulement n'est pas éliminé, mais c'est même un interlocuteur. Oui. Avec une question, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, Frédéric Mettezo, mais est-ce qu'on sait précisément ce qui s'est passé ce week-end? Voilà, les deux soldats israéliens tués, la riposte de Tsahal. Non, on ne le sait pas précisément parce qu'il y a plusieurs versions selon les protagonistes. Et puis surtout, je rappelle aux téléspectateurs que Gaza est toujours fermé à la presse internationale. Donc évidemment, les journalistes palestiniens travaillent très courageusement, très difficilement. Mais c'est difficile d'aller sur place de l'extérieur pour voir ce qui s'est passé. Quand même, c'est Donald Trump lui-même qui l'a dit hier soir avant d'embarquer sur Air Force One. Il pense que le fait que ce soit des dissidents du Hamas ou des membres du Hamas qui ont fait ça sans l'aval de leur commandement, ce serait peut-être une des pistes principales. C'est ce qui fait que fondamentalement,
après cette riposte israélienne qui a quand même été très forte, 45 Palestiniens tués versus 2 soldats israéliens tués, c'est pour ça qu'après Israël a de nouveau dit nous allons appliquer le cessez-le-feu. Donc non, fondamentalement on ne sait pas. On a parlé d'un missile anti-char, on a parlé d'un engin explosif qui a explosé parce que à Gaza, entre les munitions non explosées ou les mines, il y a énormément de choses. Donc non, le scénario n'est pas sûr à 100%. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a des dissidences au sein du Hamas, qu'il y a des groupes paramilitaires armés plus ou moins hors de contrôle, et que par ailleurs Israël s'est toujours donné le droit, s'il estimait nécessaire, de frapper, même en cessez-le-feu. C'est ce qui se fait par exemple au Liban, où régulièrement, malgré on va dire la quasi-reddition du Hezbollah, eh bien l'armée israélienne tape quand elle juge que c'est nécessaire. Elle peut viser toujours le Hezbollah. Pourquoi ce cessez-le-feu est-il si fragile, Karim Emile Bittard? Peut-être parce que justement il a été imposé de l'extérieur, on peut dire ça? Alors, l'histoire du Proche-Orient est très riche en cessez-le-feu qui n'ont pas fait long feu. Si celui-là est particulièrement fragile, c'est comme vous l'avez dit, que ça s'est fait uniquement en raison de pression très intense des États-Unis sur Israël et du Qatar et d'autres acteurs sur le Hamas. Mais le plus tragique dans cette affaire, c'est que le scénario que vous avez présenté, c'est que une journée comme celle d'hier se rééditerait fréquemment. Ça, c'est le scénario optimiste. Un scénario également plausible, ce serait une reprise de la guerre, maintenant que les otages sont libérés, qu'Israël ne se saisisse de tel ou tel prétexte pour aller au bout. Il y a toujours un courant dans ce gouvernement israélien, véritablement jusqu'au boutiste. Smotrich ne cachait pas sa déception lorsqu'il y a eu le cessez-le-feu. Donc Smotrich, c'est un des ministres les plus extrémistes, les plus influents et les plus radicaux, qui disait ouvertement qu'il aurait aimé finir le job, comme on dit cyniquement là-bas, c'est-à-dire recoloniser Gaza, procéder à l'expulsion de près de 2 millions de personnes. Et en l'absence de pression américaine très forte, cela n'est pas exclu. Donc la grande question pour savoir si ce cessez-le-feu va tenir, est-ce que Donald Trump va véritablement exiger de Netanyahou qu'il tienne ce à quoi il s'était engagé, ou est-ce que Trump va passer à autre chose? Et on a vu qu'hier qu'il à l'Ukraine, par exemple. Hier, on a vu qu'il avait adopté les éléments de langage de Vladimir Poutine et qu'il a passé un savon à M. Zelensky en présence de Viktor Orban. Oui, effectivement. Puisqu'on parle de Donald Trump, on l'a vu, un extrait très court de sa réaction à propos de ces combats, ou en tout cas de ces morts côté israélien, côté palestinien, ce dimanche à Gaza. On écoute en longueur le président américain qui dit que finalement le cessez-le-feu est toujours en vigueur. Écoutons-le. Eh bien, nous allons devoir voir ce qui se passe. Nous voulons nous assurer que tout se passera dans le calme avec le Hamas. Et comme vous le savez, ils ont été assez turbulents. Ils ont tiré des coups de feu et nous pensons que les dirigeants ne sont peut-être pas impliqués dans ces actes, mais plutôt certains rebelles au sein du mouvement. Mais quoi qu'il en soit, la situation sera gérée correctement. Elle sera gérée fermement, mais correctement. Oui, il l'est. Donald Trump qui croit que le business finalement pourra garantir la paix, Laetitia Bucaille. Est-ce que c'est totalement illusoire, en partie illusoire? Comment vous l'analysez ça? Ça dépend de ce qu'on appelle la paix. C'est-à-dire que effectivement, ce qui peut se passer, c'est qu'on a un arrêt des hostilités à peu près durable, avec peut-être de temps en temps quelques escarmouches, mais il est possible effectivement que des forces internationales, pourquoi pas des mercenaires aussi, interviennent à Gaza et maintiennent une sorte de calme, un arrêt des combats, et que l'on commence à déblayer les décombres et à reconstruire et à faire de l'argent. Ça peut être une forme de paix, une paix imposée par les Américains qui pourrait convenir aux Israéliens, qui pourrait convenir à un certain nombre de partenaires des Américains. Mais ça ne serait pas la paix pour les Palestiniens, bien entendu. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que l'on voit éventuellement se dessiner, ce que Trump essaye de présenter comme quelque chose d'harmonieux entre le bien-être retrouvé des Palestiniens qui auraient le droit de ne plus mourir et le fait de reconstruire Gaza et de faire du business, il semble que ça soit difficile de tenir les deux bouts de la corde ensemble. Mais quand même, cet argument du business, Karim Emile Bittard, c'est ce qui anime certains pays arabes aussi.
Oui, c'était déjà le cas dans les années 90. On pensait que la paix économique pourrait, des faits accomplis sur le terrain, des solidarités de fait, pourraient entraîner la résolution des problèmes politiques. On s'est rendu compte que tant que les questions de fond n'étaient pas résolues, tout cela était illusoire. Mais aujourd'hui... Ça ne peut pas marcher. Une paix basée sur la volonté des uns et des autres de faire du business. Ce serait une pacification, non pas une paix juste et durable fondée sur le respect du droit international. Ce serait une mise au pas des Palestiniens et on essaierait d'aller de l'avant dans ces méga business deals avec le Qatar, les Émirats, l'Arabie Saoudite. C'est pour cela que Donald Trump n'a pas tari d'éloges en parlant du Qatar. Il espère que ce pays continuera d'accentuer la pression sur le Hamas. Mais il y a quelque chose d'important qui a été dit. Il se peut que des mercenaires, et quand je dis mercenaires, des cinquièmes colonnes, des agents provocateurs, puissent lancer des missiles pour donner un prétexte. Un ancien officier des services israéliens a présenté ça comme une hypothèse plausible. Donc nous sommes dans une région du monde où l'histoire nous a appris qu'il fallait se méfier dès lors qu'il y a un acteur quelque part qui n'est pas entièrement satisfait du statu quo, des éléments peuvent provoquer la reprise des combats. Ouais. On y reviendra là-dessus sur les combats qui ont lieu entre le Hamas et un certain nombre de gangs, de clans, de familles. Je ne sais pas exactement quel est le meilleur terme, peut-être un peu tout à la fois. On y reviendra un peu plus tard, mais vous vouliez dire un mot sur cette dimension peut-être business de l'équation? Il y a quand même beaucoup d'obstacles au business. Ouais. D'abord, il sera intéressant de voir dans les semaines et les mois à venir comment les investisseurs au sens large se comportent par rapport à Israël, qui est quand même un État dont l'image a été considérablement amoindri sur la scène internationale. Certains parlent d'un État paria. Il faudra voir comment les investisseurs vont se positionner par rapport à Israël. Deuxième chose, on parle de Gaza, mais on ne parle pas de la Cisjordanie, qui est aussi une véritable poudrière. Gaza, Cisjordanie, c'est quelques dizaines de kilomètres. Donc en fait, il faut prendre le problème dans sa globalité. Dernière chose, et je lisais ce matin Yediot Aharonot, qui est le journal payant le plus lu en Israël, 80% des bâtiments de Gaza sont détruits ou endommagés. 40 à 50 millions de tonnes de débris à ramasser. Et donc un journal israélien dit « on avait vu ça qu'à Hiroshima, Dresde ou Beyrouth ». Et vous avez les images derrière vous. Avant de faire du business, il ne s'agit même pas de reconstruire, il s'agit de déblayer, il s'agit de nettoyer. Et quand on aura déblayé et nettoyé les dégâts physiques, il y aura aussi tous les dégâts psychologiques, moraux qui sont immenses à Gaza. Donc faire du business sur ce terrain-là, c'est un peu imaginer faire du business en Somalie ou du business à Haïti. Et on voit depuis combien de temps ces pays sont dans un marasme complet. Mais je crois qu'on a déjà commencé à faire du business parce que même avec la Gaza Humanitarian Foundation, c'était quand même une organisation privée. C'était un organisme qui a été mis en place par Israël. Voilà, qui est une organisation de l'aide alimentaire américaine qui était en fait totalement fabriquée de toutes pièces pour cette mission à Gaza. Et elle était donc installée dans le sud de la bande de Gaza avec seulement 4 points de ravitaillement. Elle était censée remplacer toutes les agences de l'ONU qui ravitaillaient auparavant les Gazaouis. Et l'idée, c'était de faire venir les Gazaouis vers le sud pour justement commencer mettre en place ce nettoyage ethnique. Donc là, on a déjà essayé de faire de l'argent. La question, c'est... Il y a eu 2500 morts sur les sites de distribution. Tout à fait, puisque les Palestiniens se faisaient tirer dessus. Et juste un mot, si on fait des business, ça ne veut pas dire que les Palestiniens profiteraient de ce business et deviendraient riches, mais tant bien même ils deviendraient riches, le fait de devenir riche n'annule pas, ne conduit pas les gens à renoncer à leur aspiration nationale, à leur nationalisme. On est toujours donc dans cette première phase du plan de paix. On va en rappeler quelques éléments. Cessez-le-feu immédiat, libération des prisonniers palestiniens, entrée de l'aide humanitaire, libération immédiate des otages israéliens vivants ou décédés. Je veux bien qu'on se concentre sur cette partie de cette phase 1 avec une question de Nour qui nous écrit de Saint-Germain-en-Laye. Pourquoi le Hamas tarde-t-il à rendre les corps des otages décédés? Karim-Émile Bittard, qui peut pousser le Hamas à remplir cette part de la promesse de la première phase?
C'est cela qui était inquiétant dans cet accord de paix et c'est le prétexte qu'Israël pourrait éventuellement saisir s'il souhaite reprendre cette guerre. Les otages n'étaient pas tous entre les mains du Hamas, parfois entre les mains de tel ou tel groupe, de telle ou telle famille, surtout lorsqu'ils sont décédés. Les cadavres, ce n'est pas aisé de les identifier. Mais en tout cas, si cet accord a été possible, c'est parce qu'il y avait une réelle volonté en Israël de la population de voir ces otages enfin libérés après 2 années de calvaire. Et également, il faut le reconnaître, parce que Trump a également arraché un grand nombre de concessions à Netanyahou. L'aide, le retour de l'ONU pour remplacer cette Gaza Humanitarian Foundation, qui est, je le confirme, une opération de barbouzerie. Certains anciens de ses dirigeants ont reconnu que c'était quelque chose d'assez moralement problématique. On a tiré les Palestiniens sous prétexte de leur fournir de l'aide humanitaire. Ils se faisaient tirer comme des lapins. C'était une façon de court-circuiter l'ONU. Donc l'ONU est de nouveau en charge de l'aide humanitaire. Netanyahou a également renoncé à l'annexion de la Cisjordanie, ce qui était une ligne rouge pour les pays du Golfe, et Trump souhaite les ramener, a renoncé à l'expulsion des Gazaouis, à la recolonisation de Gaza. Donc il a quand même, sous la pression américaine, parce qu'Israël est un pays extraordinairement dépendant des Américains. Depuis le 7 octobre 2023, c'est pas moins de 21 milliards de dollars. Et si on remonte plus loin dans l'histoire, depuis 1948, ajusté à l'inflation, c'est 300 milliards de dollars. Donc Israël sait parfaitement que dès qu'il y a une volonté américaine que les choses changent, Israël doit se soumettre. Mais jusqu'à présent, les États-Unis ne se sont pas servis de ce levier. Mais alors je reviens au Hamas. Effectivement, c'est certainement compliqué de rendre les corps des otages, mais il y a aussi peut-être un intérêt stratégique du Hamas à ne pas les rendre trop vite, Laetitia Bucaille. Bien sûr, ça peut rester une monnaie d'échange pour faire durer les choses. Mais cela dit, très concrètement, on est dans un territoire à 80%, plus de 80% détruit, avec des immeubles qui se sont effondrés. Quelquefois, les corps peuvent être dessous, comme il y a des corps de Palestiniens, il peut y avoir des corps d'otages israéliens sous les décombres. En tout cas, c'est ce que le Hamas a dit. Il y a aussi des zones dans la bande de Gaza où le Hamas ne peut pas aller, puisque 50% de la bande de Gaza est toujours contrôlée par Israël. C'est une deuxième raison. Et puis, voilà, le Hamas... Oui, mais on va pas gommer l'intérêt stratégique du Hamas à faire tarder cette restitution des corps des otages. C'est quand même... pardon. Bien sûr, mais... Parce qu'effectivement, on dit maintenant que tous les otages vivants ont été libérés, il a perdu, le Hamas, une sorte de bouclier. C'est peut-être son dernier bouclier. En tout cas, il a rendu tous les otages vivants d'un seul coup. Il n'a pas cherché à gagner du temps avec ces otages vivants. On sait très bien que dans un territoire en guerre, à 80% détruit, conserver des corps, et sans compter ce que disait Karim El-Bitar, c'est que certains otages n'ont pas été gardés par le Hamas. Donc c'est d'autres groupes. Le Hamas a même dit, en ce qui concerne l'incident de Rafah, qu'il n'était pas en contact, qu'il ne pouvait pas être en contact avec ces hommes de Rafah. Oui, mais il y a un engagement qui a été pris, qui, pour le coup, moi je rejoins ce qui a été dit par Thomas, c'est-à-dire qu'en fait on voit bien le double jeu finalement, c'est-à-dire qu'on prend l'engagement de dire ça fait partie du deal en quelque sorte, alors qu'on n'est pas en mesure de le tenir. Est-ce que ces éléments techniques n'auraient pas pu amener à justement au moins négocier avant C'est une hypothèse tout à fait plausible que le Hamas cherche à gagner du temps, mais objectivement les conditions sont très difficiles. Karim Amil. C'est vrai, mais l'argument va dans les deux sens. Vous savez, Nietzsche disait les États sont les plus froids des monstres froids. Et là, on a vu Israël, d'un côté, libérer des gens qui ont effectivement du sang sur les mains et refuser de libérer des gens qui n'ont pas de sang sur les mains, mais qui pourraient représenter une alternative politique, une négociation éventuellement, des personnalités susceptibles d'unir le Fatah et le Hamas. Donc, il n'y a pas encore de volonté d'aller vers une solution politique. On est encore dans un bras de fer et c'est ça qui m'inquiète. Alors, si on regarde, on va essayer de dérouler les différentes phases de ce plan de paix. On a mis beaucoup de guillemets au mot paix dans ce plan, mais bref, on reprend la terminologie américaine. Dans la phase 2, destruction des armes du Hamas, des tunnels, des infrastructures militaires, amnistie pour les membres du Hamas qui s'engagent à une coexistence pacifique et déploiement d'une force de stabilisation internationale temporaire. On voit bien, Frédéric Mettezo, que le Hamas utilise ses armes en ce moment contre d'autres Palestiniens. Alors là aussi, c'est sans doute difficile de répondre à la question, mais qu'est-ce qu'on sait de ces combats internes ? Ce qui se passe, c'est que
À Gaza, vous avez effectivement les factions, ce qu'on appelle les mouvements, le Hamas, le djihad islamique qui sont les plus connus, mais vous avez aussi des clans qui sont souvent d'origine familiale ou géographique, et tout ça cohabite. Par exemple, on a le clan de Abu Shehab, dont on a beaucoup parlé, au sud de la bande de Gaza, qui a été encouragé par Israël à prendre les armes contre le Hamas. On a aussi la famille Dogmouche, c'est des gens qui s'étaient fait connaître il y a une vingtaine d'années pour avoir enlevé un journaliste de la BBC pendant plusieurs mois à Gaza. Donc il y a plusieurs degrés de mouvements, et effectivement ces mouvements ne sont pas du tout favorables au Hamas, et le Hamas ne leur est pas du tout favorable. Donc on a effectivement, oui, le Hamas qui va aller exécuter, on a vu des vidéos tournées, des gens froidement dans les rues, de la même façon que la famille Dogmouche, le clan Dogmouche, va s'en prendre à des influenceurs qu'ils jugent pro-Hamas. En fait, ce qu'on voit, et c'est souvent le cas après une guerre, c'est qu'il y a des risques potentiels, pas forcément de guerre civile, mais d'affrontements entre factions qui sont très opposées, surtout si des factions sont, par exemple, instrumentalisées par Israël et poussées à ça. Et évidemment, le Hamas, n'ayant aucune envie de lâcher le pouvoir, va aller contre les factions qui souhaitent se lever contre lui. Alors, je ne sous-estime pas la capacité d'Israël à effectivement manipuler, armer certaines factions à Gaza. Question sur la population palestinienne. Est-ce qu'il peut aussi y avoir un mouvement de la population palestinienne contre le Hamas en ce moment, Laetitia Bucaille? Alors, quand il y avait eu le cessez-le-feu en mars, à peu près au mois de mars 2025, il y a eu des manifestations des Gazaouis qui ont protesté contre le Hamas, contre le pouvoir du Hamas. Donc ça a eu lieu. Ces manifestations ont cessé lorsque le cessez-le-feu a été rompu par Israël et qu'Israël a repris ses bombardements. Ce qui est à peu près sûr, c'est que le Hamas n'est plus populaire du tout dans la bande de Gaza, et que les Gazaouis, une bonne partie des Gazaouis, en veulent énormément au Hamas, non seulement d'avoir commis le 7 octobre, mais d'avoir prolongé indéfiniment cette guerre et d'avoir offert en sacrifice les civils gazaouis. Donc il y a une vraie détestation du Hamas qui n'est pas exclusive. Il y a quand même encore des gens qui soutiennent le Hamas, parce que bien sûr, les frappes israéliennes et la mort qui a été répandue peut aussi, on le sait, que ça a aussi renforcé les troupes du Hamas. Des gens ont rejoint le Hamas pour combattre, parce qu'au fond, quand on a le choix entre mourir les armes à la main ou mourir sans les armes à la main, eh bien, un certain nombre de gens rejoignent des groupes armés. Mais voilà, alors, la population a été un peu spectatrice de ces règlements de compte à Gaza. Avec une question, Karim Benibeta, est-ce qu'il y a les moyens de désarmer le Hamas, ou est-ce qu'il y a un manque de volonté finalement politique, on parle d'Israël, on parle des États-Unis, d'aller jusqu'au bout et d'imposer cet élément de la seconde phase du plan de paix? Ce n'est pas tant le désarmement militaire qui pose problème. Déjà, on peut dire que le Hamas a perdu 80-90% peut-être de ses capacités militaires. Par contre, même les Américains reconnaissent qu'en termes de nouvelles recrues, leur nombre excède peut-être le nombre de membres du Hamas qui ont été liquidés par Israël. C'était un aveu déjà de Tony Blinken lorsqu'il était secrétaire d'État. L'autre paradoxe dans cette région du monde, c'est que le Hamas est parfois plus populaire en Cisjordanie qu'à Gaza. Plus on s'éloigne du centre de gravité, plus vous avez une vision un peu romantique de la lutte révolutionnaire. Par exemple, en Algérie et en Tunisie, vous avez encore beaucoup plus de fans du Hamas et du Hezbollah parce qu'ils les voient comme ils ont une vision romantique de la lutte révolutionnaire. Alors que les Libanais et les Palestiniens qui ont été vaccinés, qui ont vu à l'œuvre ces mouvements, sont un peu plus sceptiques. Mais en tout cas, on peut désarmer un mouvement, on ne peut pas venir à bout d'une idéologie. Et les clans qu'on évoquait tout à l'heure, il ne faut pas penser qu'ils sont plus modérés que le Hamas. Il y a un véritable risque qu'il y ait des djihadistes prêts à revenir à une logique extraterritoriale. Donc, tout de suite, Anne-Charlène, vous vouliez dire un mot? Oui, moi, c'est une question à l'intention de tous. C'est, au fond, on voit bien à quel point, vous avez raison, c'est la question de la lutte contre l'idéologie. Lutter contre le Hamas, c'était déjà l'objectif de Netanyahou au lendemain du 7 octobre, sur lequel on voyait qu'il y avait une difficulté. Mais comment est-ce qu'on garantit, et là, c'est
presque un objectif de droit international, de ce fait, la sécurité d'Israël, sur lequel justement Donald Trump s'est longuement appesanti et qui est le seul objectif sur lequel on pourrait dire qu'il y a une force internationale qui est nécessaire. Comment est-ce qu'on peut faire si, de ce fait, cette idéologie se diffuse sans arrêt? Est-ce que c'est une quête sans fin? S'il y a une solution politique qui permet quand même à la majorité des Palestiniens de nourrir leurs aspirations, de trouver une réponse à leurs aspirations, ça ferait diminuer considérablement... L'autorité palestinienne libre avec un État palestinien, ça serait un élément qui dépassionnerait. Bien entendu, c'est-à-dire avoir une véritable souveraineté pour les Palestiniens et pouvoir vivre dans une entité dont ils contrôleraient les frontières et vivre comme des citoyens d'un autre État du monde, ça ferait évidemment baisser une idéologie... mais pas hors des frontières de Gaza, finalement. Non, mais pour prolonger sur la question, par exemple, ce qui garantit une relative sécurité d'Israël par rapport à la Cisjordanie, pas par rapport à Gaza, mais par rapport à la Cisjordanie, c'est précisément la coopération sécuritaire qui est le dernier vestige des accords d'Oslo, c'est-à-dire la coopération sécuritaire entre l'armée israélienne, les services de renseignement intérieur, le Shabak, et l'autorité palestinienne. Donc on voit précisément que quand il y a un cadre politique, aussi imparfait soit-il, et évidemment l'autorité palestinienne n'est vraiment pas le régime parfait, mais quand il y a un minimum d'autonomie d'un côté et de coopération entre les deux espaces, on voit que la situation sécuritaire, elle est relativement tenue. Je dis relativement tenue pour les Israéliens, je ne parle pas de la vie des Palestiniens qui en Cisjordanie reste très difficile, notamment à cause des colonies. Alors, il y a encore beaucoup de thèmes à aborder dans notre débat. Je voudrais qu'on parle de l'aide humanitaire qui est censée revenir à Gaza avec des centaines de camions chaque jour. Ce n'est pas le cas au poste frontière de Rafah, donc frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza. Écoutez ce chauffeur de camion. Chaque fois que nous traversons, nous sommes refoulés à partir de là. J'ai été renvoyé 2 fois. À chaque fois que j'y vais, ils nous refoulent à la porte israélienne. Nous retournons sur nos pas et obtenons de nouveaux permis pour retraverser. Tout ce que nous voulons, c'est apporter de l'aide alimentaire à nos frères. Ils ont besoin de nourriture. Et j'accueille de nouveau Steve Jourdain sur ce plateau pour faire un point sur ce terminal de Rafah, point stratégique, le lieu est stratégique. Oui, pour bien comprendre Thomas, il faut prendre une carte. Rafah, c'est un poste frontière situé à l'extrême sud de l'enclave palestinienne. Il relie, vous l'avez dit tout à l'heure, Gaza à l'Égypte voisine. L'Égypte qui, comme Israël, impose un blocus à cette petite bande de terre depuis la prise de pouvoir du Hamas en 2006. Concrètement, ça signifie que tout ce qui entre à Gaza est contrôlé et régulé par les Égyptiens qui n'ouvrent ce point de passage qu'au compte-gouttes. Et s'ils le font, Thomas, c'est qu'ils considèrent que les militants islamistes représentent un danger dans la péninsule du Sinaï égyptien. Des digues, des clôtures, un mur de béton ont même été installés par le Caire autour de l'enclave palestinienne. En pleine guerre à Gaza, le mur a même été élargi de plusieurs kilomètres l'année dernière. Les Égyptiens qui ont répété à plusieurs reprises qu'il était hors de question d'accueillir des réfugiés palestiniens. Et Israël a fermé cette enclave à double tour. Le 7 mai 2024, toujours en pleine guerre à Gaza, l'armée israélienne a pris le contrôle du côté palestinien du poste frontière. Tous les accès ont immédiatement été fermés. Selon Tsahal, Rafah a été utilisé à des fins terroristes pour acheminer des armes. Il y a eu une brève réouverture lors du précédent cessez-le-feu. C'était au début de l'année 2025, Thomas. Et puis Israël a violé cet accord. Retour à la case départ. Le poste frontière a été refermé. Et la principale conséquence aujourd'hui, c'est que l'aide humanitaire n'entre pas par Rafah. On va voir ces images ce week-end. Rafah, côté égyptien, des camions d'aide humanitaire sont obligés de faire demi-tour. Ils ne sont pas autorisés à entrer par les Israéliens qui se trouvent de l'autre côté. Pourtant, Thomas, la réouverture de Rafah est un des points centraux du plan de Donald Trump. Le deal était le suivant, réouverture partielle du poste frontière. Les malades, les blessés doivent pouvoir sortir de la bande de Gaza sous la supervision de l'OMS après filtrage par les autorités égyptiennes. Dans le même temps, l'entrée de Palestiniens dans la bande de Gaza depuis l'Égypte doit pouvoir se faire librement, mais Benjamin Netanyahou a décidé que ça ne se passerait pas comme ça. Il réclame le retour des derniers otages israéliens. Écoutez-le. Nous accueillons avec un grand enthousiasme les familles des otages, ceux qui sont déjà rentrés chez eux et ceux que nous ramènerons bientôt. Nous sommes déterminés à obtenir le retour de tous les otages.
À l'heure où l'on parle, Thomas, il reste encore 16 dépouilles d'otages israéliens dans l'enclave palestinienne. Et puis il y a une dimension peut-être plus idéologique dans le refus du Premier ministre israélien de rouvrir ce poste frontière. Alors là, on est dans la spéculation, mais ce qui est sûr, c'est que toujours, selon le plan de Donald Trump, c'est l'autorité palestinienne qui est censée exploiter à l'avenir le point de passage de Rafah. Or, le Premier ministre israélien ne veut pas d'un retour de l'autorité palestinienne à Gaza. À noter aussi, vous en parliez tout à l'heure, que la force internationale de stabilisation n'a toujours pas été déployée, contrairement à ce qui était stipulé dans l'accord. Tout ça fait le bonheur du Hamas qui en profite pour renforcer sa mainmise sur le terrain et éliminer ses opposants. Merci beaucoup Steve Jourdain pour toutes ces informations. On va rester sur cette question finalement de ce poste frontière du Hamas avec une question sur la communauté internationale. Tiens, Karim-Émile Bittard, Pierre de Bretteville-sur-Odon, qu'est-ce que la communauté internationale peut faire? Est-ce qu'aujourd'hui elle sert à quelque chose, cette communauté internationale? Alors déjà, ce qu'on peut répondre à Pierre, c'est que la communauté internationale n'existe pas. Tout le monde en parle, personne ne l'a jamais vu. Quand on parle de communauté internationale aujourd'hui, c'est essentiellement les États-Unis, quelques-uns de leurs alliés. Et ce qui est amusant également, c'est qu'alors que les populations sont dans des souffrances terribles, passent par pertes et profits, la plupart des leaders autoritaires de la région ont d'excellentes relations avec Donald Trump. Lorsqu'il voit le maréchal Sissi, il lui dit « Je t'adore, tu es mon dictateur arabe préféré ». Il dit ça en public et l'autre rigole. Et idem pour plusieurs autres potentats de la région. Trump ne tarit pas d'éloges non plus envers Erdogan, envers les pays du Golfe, bien sûr. Donc il y a des populations qui sont victimes de cynisme, du jeu des puissances, et il y a également cette monnaie d'échange. Sissi a beau dire que l'Égypte n'acceptera jamais de recevoir des Palestiniens, mais si Israël devait poursuivre, les pousser vers le sud, etc., rien n'exclut qu'ils finissent par présenter ça comme un geste humanitaire, dire je vais ouvrir le poste frontière de Rafah, accepter un certain nombre de Palestiniens et monnayer ça, obtenir 30-40 milliards du FMI de la Banque mondiale. Ça s'est déjà vu et c'est quelque chose que beaucoup en Israël pourraient accepter. Pour Sissi, ce qui est important, c'est qu'il n'aille pas dans le Sinaï, il n'aime pas du tout le Hamas, il ne souhaite pas que les frères musulmans en Égypte se sentent renfloués. Mais noyer 1 million de Gazaouis dans une population égyptienne de 110 millions de personnes, ce n'est pas quelque chose de tout à fait surréaliste. Ça pourrait arriver, c'est ce que vous dites. Il y a une forte opposition des opinions publiques dans le monde arabe. Tout le monde sait que l'histoire a montré que dès qu'un Palestinien est expulsé, il n'a aucune chance de revoir sa terre natale. Mais si la logique maximaliste du gouvernement israélien va au bout, il ne faut pas exclure que le cynisme puisse triompher, qu'on puisse même nous présenter ça comme un geste humanitaire pour éviter que ces gens-là ne meurent de faim. Autre question, Adrien, depuis Le Mans, c'est Netanyahou qui décide d'ouvrir ou non les frontières pour l'aide humanitaire. Est-ce normal que ce soit eux qui aient autant de pouvoir sur la survie des civils? Frédéric Mettezo, il faut peut-être dire quelle est la situation humanitaire à cet endroit. On a vu les images du poste frontière. Si on fait quelques dizaines ou quelques centaines de mètres à l'intérieur de la bande de Gaza, à cet endroit-là, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on trouve ce que les images ou ce que nos interlocuteurs à distance peuvent nous dire. On y trouve des ruines complètes. Oui. C'est-à-dire que les villes de Rafah ou de Khan Younes, littéralement, n'existent plus. Le correspondant du Monde qui s'est rendu, comme on dit, dans un embedded, c'est-à-dire accompagné par l'armée israélienne, dit Gaza est anéanti. Alors lui était plus au nord, mais au sud, c'est exactement la même chose. C'est absolument détruit et c'était un point de passage important parce que c'était un poumon économique pour faire rentrer pas seulement de l'aide humanitaire mais aussi tous les matériaux nécessaires. Donc la situation humanitaire, elle est littéralement terrifiante là-bas à Gaza. Les destructions, la difficulté à avoir de l'eau propre, la difficulté à avoir accès à l'hôpital, etc., etc. Et pour répondre à votre auditeur, votre téléspectateur Adrien qui disait mais pourquoi c'est Netanyahou qui a autant de pouvoir? Oui, c'est parce que quand vous franchissez le portail de Rafah côté Égypte, très vite vous tombez dans ce qu'on appelle le corridor de Philadelphie, et là vous retombez sur l'armée israélienne. Donc en fait, très vite vous retombez sur l'armée israélienne. Et aussi pourquoi Netanyahou a ce
maintient ce verrou sur Gaza. On est sur une chaîne politique, Public Sénat. Netanyahou a annoncé samedi soir qu'il se représentait aux prochaines élections. Et donc, il a besoin d'avoir un argument pour dire, vous voyez, moi, je suis ferme, moi, je ne suis pas laxiste, je ne vais pas ouvrir la porte et laisser rentrer des armes, parce que c'est aussi ce que pensent beaucoup d'Israéliens, c'est que rouvrir Rafah, c'est rouvrir la porte à tous les trafics. Je vous interromps parce que c'est l'une des questions que l'on veut se poser dans ce débat et que j'ai posé d'ailleurs en titre. Est-ce que Benyamin Netanyahou, qui donc a annoncé ce week-end sa candidature pour des législatives qui auront lieu dans un an, est-ce qu'il peut gagner dans un pays en paix? Je trouve que c'est un vrai bon thème pour conclure notre débat. Anne-Charlène, vous vous êtes penchée sur cette candidature, c'est le thème de votre éditorial. Oui, je l'ai appelé Netanyahou le retour, parce qu'en effet, je pense qu'on peut se poser la question de savoir si tout n'a pas été fait, notamment juridiquement et politiquement, pour prévoir cette nouvelle candidature. Alors, je vais d'abord vous avoir parlé de quelques éléments juridiques qui ont permis cette mise en place et de sa réception politique. Juridiquement, d'abord, on a sérieusement affaibli la possibilité de se défaire d'un Premier ministre et de le démettre notamment pour des poursuites juridiques, par exemple. Et ça, c'est en mars 2023 que la Knesset adopte un amendement à la loi fondamentale gouvernement, c'est-à-dire l'équivalent de la Constitution, pour abaisser l'inaptitude du Premier ministre uniquement pour des raisons physiques ou mentales. Et encore, il faut que ce soit lui qui le demande et qu'il obtienne une majorité de quasiment les 3/5 de son gouvernement. Bon, donc on voit bien que ça aura quand même du mal à se faire. Pourtant, il est actuellement jugé, Benyamin Netanyahou, depuis 2020 pour fraude, corruption et abus de confiance. On rappelle le président d'Ehud Olmert, qui avait lui démissionné en 2008. Mais donc, bon, c'est pas un argument fort, comme on dit. Autre argument faible, la Cour suprême qui n'a fait que être diminuée dans son pouvoir, même si techniquement, depuis 2024, elle pourrait encore se placer en faux contre des décisions atteignant l'état de droit. On voit bien qu'il n'y a pas de fondement constitutionnel puissant et un affaiblissement trop fort pour qu'elle aille contre le Premier ministre. Donc une Cour suprême trop faible. Une Cour suprême trop faible, une constitution modifiée en ce sens et j'ajoute la proportionnelle intégrale israélienne, qui est quand même un système parlementaire par lequel en fait vous devez chercher le plus petit dénominateur commun, ce qui amène à des survies de Premier ministre, mais en réalité avec des coalitions chaque fois différentes, des groupuscules, et donc on voit bien que ça crée un système très ultra sensible à la coalition. Enfin, tout le monde se pose la question des poursuites de la Cour pénale internationale, mais je rappelle que quand bien même un mandat d'arrêt a été décrété contre le Premier ministre, pour crime contre l'humanité présumé à Gaza, juridiquement, ça n'a aucune valeur à l'intérieur du territoire d'Israël, qui ne reconnaît pas la compétence de la Cour. Alors ça, c'est ce qui s'organise en quelque sorte en la faveur de Netanyahou. Qu'est-ce qui vous semble quand même affaiblir sa candidature? Alors, affaiblir et ne pas affaiblir, il y a encore des points politiques qui pourraient aller en sa faveur. Par exemple, on se rappelle de la petite sortie de Donald Trump le 13 octobre. J'aime beaucoup cette citation où il dit pourquoi ne pas lui accorder une grâce? J'aime bien cet homme, dit-il. Et notamment, les poursuites judiciaires, finalement, qui s'en soucient. Donc, on voit bien qu'il y a une forme de caractère conquérant aussi dans Benyamin Netanyahou qui semble séduire en tout cas, qui fait partie de son storytelling. Mais une très grande polarisation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, dans la culture de compromis qu'on doit avoir dans une proportionnelle intégrale, au sein de la Knesset, va poser vraiment des problèmes. Ses alliés fracturent et les potentiels groupes, on va dire plus au centre, ne sont plus totalement en accord avec l'idée de pouvoir gouverner avec lui. Donc, on pourrait replonger dans une instabilité historique. Et ça, Israël est déjà passé par là, 2021, 2022, et j'en passe. Le soutien international pourrait faire défaut aussi. On sait à quel point, finalement, l'isolement diplomatique d'Israël est aussi un isolement diplomatique de Benyamin Netanyahou. Et donc là, à long terme, ça pourrait même gêner les États-Unis qui, justement, pourraient y voir échouer leur plan de paix. Et puis, il y a un dernier mot, on pourrait conclure là-dessus quand même, sur peut-être une lassitude. Ça fait combien de temps qu'il est au pouvoir? Ce besoin d'alternance, vous croyez encore qu'il est possible en Israël? La question se pose parce qu'il a fait 96-99, ensuite il est revenu en 2019, puis il est revenu en 2022. En gros, 18 années de pouvoir, dont 12... 2009, voilà, excusez-moi. 2009, dont 12 années consécutives, c'est le record en Israël, et je pense même dans un régime parlementaire. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très puissant, et moi je voudrais vraiment terminer sur cette dialectique. On voit bien à quel point les arguments populaires d'opposition internationaux peuvent être en défaveur, mais à quel point finalement les lenteurs parlementaires et aussi l'affaiblissement du discours juridique peuvent amener à ce qu'on maintienne Benyamin Netanyahou au pouvoir, pour le meilleur et pour le pire. Merci beaucoup, Anne-Charlène. Votre avis, je commence avec vous, Laetitia Bucaille, sur cette déclaration de candidature qui, d'une certaine façon, fait fi du calendrier judiciaire.
Vous dites quoi? C'est de la lucidité, si j'en crois les arguments que donnait Anne Chalet, ou alors c'est de la provocation? De toute façon, hein, on a dit tout au long de cette guerre que Netanyahou, la raison principale qui poussait Netanyahou à poursuivre cette guerre, c'était parce qu'il voulait rester au pouvoir. Oui. Et que ça mettait de côté son procès, hein, que ça lui permettait de rester au pouvoir. En fait, là, il y a une partie de la classe politique en Israël et des citoyens en Israël qui craint même que les prochaines élections soient truquées, bidouillées, qu'il y ait des pressions, qu'elles ne soient pas totalement démocratiques, que la coalition au pouvoir ou certains de ses membres prennent exemple sur ce qui s'est passé déjà dans certains pays pour fermer des bureaux de vote qui empêcheraient les Arabes israéliens, par exemple, de voter. Oui, avec des arguments sécuritaires, par exemple. Oui. Et puis le comité électoral dont on changerait la tête pour avoir quelqu'un de plus favorable. De la pression dans les bureaux de vote, etc. Une partie des Israéliens, hein, qui est très anti-Netanyahou, qui s'est beaucoup mobilisée contre la réforme de la justice, mais qui s'est aussi beaucoup mobilisée pour la libération des otages, pour faire pression pour que le gouvernement donne la priorité à la libération des otages, est très effrayée par la dérive autoritaire du pouvoir et par l'aplomb incroyable, la volonté, la détermination totale de Netanyahou à rester au pouvoir. Il nous reste malheureusement 2-3 minutes maximum, donc des réponses assez courtes. Et je repose la question générale, c'est-à-dire si on se projette dans un an, élection législative, est-ce qu'il peut, d'après vous, gagner dans un pays en paix? Il ne faut jamais le donner pour mort. Son biographe, un journaliste israélien, Anshel Pfeffer, a montré qu'il avait 9 vies. Si on cumule tous ces passages au pouvoir, il dépasse le record de David Ben Gourion. Il est parfaitement en phase avec les courants dominants à l'échelle internationale, illibéral, nationaliste, autoritaire. Mais est-ce qu'il a besoin de la guerre pour gagner une élection? Il a besoin de tensions permanentes, mais c'est aussi celui qui sait le mieux flatter les instincts de Donald Trump. Il connaît les États-Unis, il connaît l'opinion publique américaine. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Mais c'est vrai qu'il y a une exaspération croissante. Mais il ne faut pas céder à la tentation de penser que tous les problèmes viennent de Netanyahou. Netanyahou représente un peu le mainstream israélien. Ce n'est pas une personnalité qui suffirait de le mettre à l'écart et tout se passerait pour le mieux. Les partis de gauche aujourd'hui se sont alignés sur le refus d'un État palestinien. Donc le problème est bien plus large que celui de Netanyahou. Vous allez avoir le mot de la conclusion, Frédéric, mais je vous propose d'écouter la mère d'un ancien otage qui est très critique vis-à-vis de Benyamin Netanyahou et de son gouvernement. Écoutons-la. Ils sont responsables de l'échec du 7 octobre et de tous les jours qui ont suivi. Ils sont responsables des otages, des hommes et des femmes qui ont été tués et assassinés en captivité. Le retour de tous les otages décédés et la fin de la guerre ne sont que la première étape de la réparation de leur échec et de la guérison de notre nation. Frédéric Mettezo, est-ce qu'il y a une majorité d'Israéliens qui veulent voir le Premier ministre rendre des comptes devant la justice de son pays, Alors, devant la justice, il est déjà jugé par la justice pour corruption. Pour le 7 octobre. Là, vous parlez du 7 octobre. Une commission d'État, une commission d'enquête d'État, comme il y avait eu après Sabra et Shatila, ça n'est pas possible parce que Netanyahou ne donnera pas son imprimature. Donc, une commission avec autant de pouvoir d'investigation, elle ne sera pas installée. En tout cas, pas sous Netanyahou, puisque le Premier ministre ne le souhaite pas. Ensuite, pour prolonger dans cette idée, Netanyahou, il faut savoir que c'est un animal politique extraordinaire au sens premier du terme. Il a une capacité à tout promettre. Il a une capacité à se renier, à retourner les alliances qui est tout à fait phénoménale. En 4 ans de correspondance, j'ai couvert 4 élections. Donc le système fait ainsi qu'il peut durer. Pendant 2 ans, il peut expédier les affaires courantes. Il peut retourner ses adversaires, retourner ses alliés. Donc surtout s'il est à l'abri d'une commission d'État, d'enquête d'État sur le 7 octobre, tout lui est possible, encore aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à tous. Je vais rappeler le titre de votre livre, Laetitia Bucaille, Gaza. Quel avenir, publié, qui vient d'être publié aux éditions Stock, et Frédéric Mettezo, on vous lit sur la plateforme d'investigation Forbidden Stories. À très bientôt sur Public Sénat. Voilà, c'est la fin de ce Sens Public. Je vous dis à demain 18h, 22h. Vous pouvez d'ici là revoir nos débats sur la plateforme publicsénat.fr, nous réécouter, nous écouter en podcast. Et puis notez que l'invité de la matinale demain, Oriane Mancini, reçoit Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement National. Belle soirée.